David Temsted, bonjour Bokertov. Oui, bonjour Daniel Bokertov. Merci d'être avec nous ce matin. Nous avons sollicité en tant que conseiller d'Arié Deri au sein du Parti Chasse, la direction du Parti Chasse, parce que nous voulons essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans les partis orthodoxes ces dernières 24 heures. Alors qu'il semble, et il faut être extrêmement prudent, il semble que des contacts se consolident entre Binyamin Netanyahou et Avigdor Lieberman, et que ce qui paraissait encore il y a 48 heures totalement incohérent et utopique, est peut-être en train de se produire, c'est-à-dire un rapprochement entre les deux hommes, peut-être en vue de la formation d'un gouvernement de droite restreint. Alors, dans le cadre d'un tel gouvernement, bien entendu, Binyamin Netanyahou voudrait que les partis orthodoxes fassent des concessions pour aller faire un pas en avant en direction de Avigdor Lieberman. Quelles sont les concessions que les partis orthodoxes, c'est-à-dire votre parti, le Parti Chasse, et les partis le Parti judaïsme de la Torah seraient prêts à faire pour former cette coalition, ce gouvernement de droite restreint? Oui, Daniel, très bonne question. Écoutez, de toute façon, en Israël, il y a toujours beaucoup de discussions et on a toujours l'impression qu'à la fin, on revient à ce qui paraît logique. Donc effectivement, comme vous le rappelez, on entend un rapprochement qui a l'air d'être sérieux entre Avigdor Lieberman et donc Benjamin Netanyahou pour un retour probable, finalement, dans son camp de Avigdor Lieberman et de son parti Israël Beitenu, au sein finalement du bloc de droite nationaliste religieux, donc qui est formé par Benjamin Netanyahou avec les partis religieux et les partis de M. Bennett et Peretz et donc des religieux. Donc pour revenir sur votre question, je serais tenté de vous dire que d'un côté, comme vous le rappeliez ce matin, on entend dans la presse effectivement que apparemment il serait d'accord pour se mettre d'accord sur ce qu'ils appellent le programme ou les accords qui ont été écrits par l'ancien ministre M. Attias, donc du Parti Chasse, concernant le rendement des étudiants religieux dans l'armée d'Israël, c'est-à-dire que c'est un accord qui a été fondé sur une étude et sur les juridictions qui étaient prises directement par le ministère de la Défense, et qu'apparemment sur cet accord-là, il serait d'accord entre Israël Beitenu et donc les partis religieux pour le mettre en place, donc dès que le gouvernement serait formé. Ça, c'est ce qu'on entend dans la presse. Mais je me permettrai de vous dire, d'après ce que moi je vois et ce que j'entends, et ce que j'ai toujours compris dans les réunions et dans l'idéologie des partis religieux en Israël, et je me permets de vous dire, parce qu'on est entre nous, et que c'est basé effectivement sur un verset de la Torah. Il est écrit effectivement dans la Torah que Efes Kinoebecha Evion, ce qui veut dire que fais attention si t'aides le pauvre à ne pas devenir toi-même quelqu'un de pauvre. Et ça veut dire l'idée suivante, c'est que les partis religieux en Israël ont deux fonctions. La première, c'est de défendre effectivement les intérêts du public religieux en Israël, donc c'est les centres d'études talmudiques, c'est de défendre le Shabbat, c'est de défendre la cacheroute, c'est de défendre les conversions pour la halakha, mais c'est aussi finalement de faire attention que l'État d'Israël garde un visage d'un État juif et démocratique, et quand on dit un État juif, c'est un État qui respecte la halakha. Alors donc, en quoi par exemple la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot peut ou ne peut pas permettre de conserver un caractère juif à l'État d'Israël? Alors, exactement. C'est donc la poursuite de ce qu'on était en train de dire. Les partis religieux font attention aussi. S'intéressent non seulement à eux, mais s'intéressent également au peuple juif et aux Israéliens qui habitent en Israël, de faire respecter la halakha. Donc tout ce qui va être en contradiction directe avec la halakha, il est impossible pour les partis religieux de négocier là-dessus, parce que ce n'est pas eux qui sont détenteurs de la halakha, mais eux-mêmes respectent la halakha et essayent de la faire respecter en Israël. Oui. Maintenant, ce qu'on va peut-être voir, c'est qu'effectivement, leur champ d'action qui les entraîne toujours à penser et à reprendre dans leurs calculs politiques des villes comme Tel Aviv, qui sont aujourd'hui des villes qui sont beaucoup moins religieuses que ne l'est bien évidemment Jérusalem ou Bnei-Brak, on va peut-être voir qu'effectivement ils vont être moins exigeants dans certaines lois dans des villes qui sont effectivement religieuses parce qu'ils n'ont plus ce pouvoir-là ou on ne leur donne plus ce pouvoir. Donc j'ai peur que malheureusement on voit les partis religieux se replier sur eux-mêmes, penser d'abord à leurs intérêts, penser aux intérêts de leurs électeurs, penser aux intérêts des juifs traditionnels et religieux, et malheureusement peut-être abandonnant ou gâchant un peu du lest pour permettre qu'on sorte de cette impasse politique, qu'on puisse former un gouvernement, donc de faire certaines concessions dans ces municipalités ou vers ces municipalités. Et alors, donc, faire des concessions sur les municipalités, mais c'est-à-dire on peut dire qu'il y a une logique à une attitude comme celle-là de la part des partis orthodoxes, c'est-à-dire d'un côté dire
ok, il y a certaines lois qui ne sont pas liées à la halakha directement, comme la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot, sur lesquelles nous pouvons faire des concessions, mais il y a des lois qui sont liées à la halakha sur lesquelles nous ne pouvons pas faire. Ça serait donc la réponse, on va dire, des partis orthodoxes à Avigdor Lieberman. La question que je vous pose, c'est qu'il suffit de revenir au 29 mai dernier, le jour où il a fallu provoquer des élections anticipées et dissoudre la Knesset, la précédente Knesset. Ces concessions, ils n'étaient pas prêts à le faire à l'époque, les partis orthodoxes, envers Lieberman, pour permettre à Lieberman de rester dans un gouvernement de droite? Alors sur cette question, effectivement, je suis incapable de vous répondre parce que vous posez la question de l'énigme Lieberman. Est-ce qu'on va arriver finalement à ce qui aurait pu déjà être signé lors effectivement du premier tour et des résultats des premières élections en Israël? Alors ça, c'est une question qu'il faut poser à Avigdor Lieberman. Effectivement, on se dirige vers cette solution et on se dirige vers ces accords qui ont déjà été négociés très durement lors de ce premier tour des élections. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau maintenant sous le soleil? Je suis pas capable de vous répondre, personne ne sait, et on ne comprend pas effectivement qu'est-ce que veut Avigdor Lieberman, sauf que peut-être qu'il aurait gagné entre ces deux tours, finalement 3 sièges de plus à la Knesset, et que ça lui suffit peut-être pour maintenant accepter de rejoindre son camp naturel, qui est le camp de Benjamin Netanyahou, et donc le bloc de droite. Alors, du côté des partis orthodoxes, on a un peu de mal à comprendre finalement de votre côté. Est-ce que les partis orthodoxes peuvent envisager, dans un cas de figure quelconque, de siéger dans l'opposition? On a toujours l'impression que pour les partis orthodoxes, l'opposition, c'est presque un arrêt de mort pour les partis orthodoxes. Est-ce que vous pouvez, par exemple, envisager que le parti Chasse siège dans l'opposition, reste fidèle, on va dire, à ses principes et siège dans l'opposition? Nos détracteurs disent toujours qu'il est impossible pour les partis religieux de siéger dans l'opposition. Sauf qu'on l'a bien vu que en 2015, en 2013, pendant 2 ans, nous étions dans l'opposition et que nous savons être dans l'opposition et que quand il le faut... Et apparemment, on dit que ça a coûté très cher aux partis orthodoxes. Ça les a privés de moyens pour justement soutenir leur public et pour également avoir un certain impact dans la société israélienne. Tout à fait, c'est vrai, parce que les partis religieux pensent à l'ensemble des citoyens en Israël et pensent à l'intérêt de tous les juifs en Israël, de faire respecter la halakha dans ce pays qui est notre pays et qui est un pays qui doit être un pays juif démocratique et qui doit respecter les règles de la halakha. Donc c'est notre ici, comme je vous dis, c'est notre premier ordre de mission. Et maintenant, quand on n'a pas le choix et quand on nous demande de céder sur ce qui est finalement le fondement des partis religieux, c'est-à-dire le respect de la halakha en Israël, il peut se faire qu'on siège dans l'opposition, même si cela effectivement coûte très cher, parce qu'on a beaucoup moins de subventions pour soutenir toutes les écoles musique, on a beaucoup moins de subventions pour soutenir tout ce qui est religieux en Israël, parce qu'encore une fois, on le dit en campagne, mais il faut le dire tout le temps, Monsieur Benjamin Netanyahou, qui est notre allié, c'est pas le Likoud qui va se soucier de faire respecter la religion, la cacheroute, les circoncisions, les mariages juifs et de soutenir les écoles talmudiques en Israël. S'il n'y a pas les partis religieux, il n'y a pas de soutien financier, il n'y a pas de relais politique pour tout ce monde-là. Et donc pour nous, il est extrêmement important effectivement de siéger au gouvernement. Peut-être comme tout parti politique qui a comme objectif d'être toujours assis dans le gouvernement, mais non encore plus parce qu'effectivement derrière cela, il y a une vraie mission qui est de soutenir la Torah et la religion en Israël. Il y a une question que l'on se pose, et je suis sûr que beaucoup d'Israéliens se la posent ces dernières semaines, c'est celle du gouvernement d'union nationale. On sait que Benny Gantz et même Avigdor Lieberman ont exigé de Binyamin Netanyahou qu'il se sépare de ce fameux bloc des orthodoxes et des petits partis de la droite nationaliste et qu'il rejoigne un gouvernement d'union nationale uniquement avec le Likoud. Qu'est-ce qui se passerait, à votre avis, si Binyamin Netanyahou venait, par exemple, dans la journée aujourd'hui, ou même peut-être demain matin, et disait « Eh bien, pour le bien de la nation, je suis obligé de vous abandonner, vous les partis orthodoxes, et de rejoindre un gouvernement d'union nationale avec le parti bleu-blanc ». Qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là de la part des partis orthodoxes? Oui, c'est une très bonne question, mais je pense que la réponse a été donnée par Yair Lapid hier soir, où il a déclaré très clairement qu'il faut que M. Benjamin Netanyahou accepte de former un gouvernement d'union nationale suivant
suivant les vœux et l'appel du président Rivlin, mais qu'il faut qu'il accepte de siéger en deuxième. Donc dans oui, mais là-dessus, Yair Lapid est minoritaire, puisque Gantz et les autres anciens chefs d'état-major sont favorables à ce que Netanyahou commence. Si Netanyahou vient et dit c'est le prix pour ensuite, par exemple, dans une seconde période, faire rentrer par la suite les partis orthodoxes dans un même gouvernement d'union nationale, s'il se dissociait tout simplement Netanyahou, est-ce que les partis orthodoxes, comment réagiraient-ils vous savez, c'est une question hypothétique. Et sur une question hypothétique, c'est toujours difficile de faire des prévisions, puisque de nos jours, il y a plus de, comme on dit, de névoie de prophétie, hein, ou en tout cas, elle est donnée aux enfants et à ceux qui sont un peu, donc ce qu'on appelle les chautifs. En tout cas, aujourd'hui, on voit que M. Benjamin Netanyahou et que tout ce bloc de droite est uni, que ce sont des alliés qui ont une vision commune pour former un gouvernement, et qu'apparemment, malgré tout ce qui s'est dit, on n'a pas l'impression qu'il y ait de fissures dans ce bloc. Peut-être pour plusieurs raisons, peut-être parce que M. Benjamin Netanyahou pense que son intérêt politique d'être soudé aux partis religieux, ce qui est sûrement vrai. Peut-être qu'il ne voit pas d'alternative à véritablement former un gouvernement d'union nationale où il laisserait mettre en place sa politique, et encore moins finalement être encore le Premier ministre dans le cadre d'une rotation où il commencerait par diriger le pays. Donc je pense que pour toutes ces raisons, M. Benjamin Netanyahou a compris, et ce qui me semble logique, et politiquement et même dans un cadre tout à fait pragmatique pour former un gouvernement, de rester soudé à son bloc, et au contraire d'amener la partie qui est la partie minoritaire à se rallier à lui, parce qu'il faut tout de même rappeler qu'il a 55 députés qui le soutiennent, alors que de l'autre côté ils ne sont que 44. Ça fait quand même 11 députés de différence, avec un Victor Lieberman qui a toujours appartenu au camp de droite. Donc la logique voudrait que ce soit M. Benjamin Netanyahou qui forme son gouvernement, peut-être avec M. Victor Lieberman, peut-être avec une majorité plus large, mais en conservant son bloc. Donc il suit une logique qui est une logique cartésienne, une logique politique, et une logique qui est bonne pour le pays. Eh bien, David Tempsted, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour essayer de nous expliquer, à moins de, donc, je le disais, de 40 heures de la fin du mandat attribué par le président Rivlin à Benny Gantz, pour nous expliquer la position des partis orthodoxes, en particulier du parti Chasse, de votre parti, le parti Chasse d'Aryeh Deri. Merci d'avoir été avec nous, et on va essayer d'être patient et d'attendre jusqu'à demain pour voir ce qui va se passer sur l'échiquier politique israélien dans cet embruglio politique extrêmement complexe. Merci d'avoir été avec nous. Shalom. Merci Daniel. Shalom.